Mais écoute, merci beaucoup, Sarah. C'est super chouette déjà d'être accueillie chez toi et de ne pas être sous la pluie. Je t'en prie, Apolline, ça me fait super plaisir. C'est vrai qu'il fait super froid. On est le 1er octobre, ça y est, là, l'automne est là. C'est ça. Donc, prenons un petit thé au chaud pour enregistrer ce podcast. Entre deux mails. C'est ça, entre deux mails, effectivement. Alors, avant de commencer à parler side project, des missions, comme on s'était dit, je vais te poser la question que je pose à tout le monde avant de commencer. Quand tu étais petite, qu'est-ce que tu voulais faire ou qui est-ce que tu voulais devenir? Je voulais faire médecin. Ah ouais? Ah oui. Okay. Voilà, j'avais cette idée-là en tête et puis en fait, je me suis rendu compte que je m'intéressais à l'organisme humain au-delà de ce qu'on pouvait m'apprendre. Donc j'étais hyper curieuse dans les manuels pour enfants et puis ensuite même sur les cours de SVT, j'allais encore plus loin que ça. Ok, trop chouette. Ben, oui. Et après, tu n'as pas du tout fait des études de médecin? Non, pas du tout. J'ai été... En fait, j'ai eu peur des 10 années d'études. Et je me suis dit, est-ce que ma motivation est assez forte pour tenir? Et en fait, j'avais envie de sécuriser mes études et un job assez vite. Okay. J'ai eu mon bac juste pile au moment de la crise financière, 2009. Ah, ok. 2009. Et du coup, je sais pas, j'étais dans un esprit où il fallait avoir sa voie toute tracée ASAP. Ok. Et que m'embarquer dans des études longues, en fait, ça m'a fait peur. Ok. Alors vraiment, je sors tout de suite du sujet. Mais c'est intéressant le fait que tu aies eu ton bac en 2008, 2009. 2009. Parce qu'on est aussi dans une période un peu de crise, du moins on était l'année dernière. Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu des résurgences, des modes de fonctionnement différents? Parce que quand tu as passé ton bac en 2009, tu voulais sécuriser des choses. Et là, on est en 2021. Et aujourd'hui, tu viens nous parler de ta démission. Oui. Mais entre-temps, j'ai pris une décennie. Je ne suis plus la même. Donc, je ne réfléchis plus pareil. Je comprends mieux, en fait, qu'est-ce qui est important dans les études, dans le travail. J'arrive à avoir beaucoup plus de recul, alors que l'année de mon bac, tout me paraissait tellement nébuleux et difficile. Et je travaillais beaucoup. En fait, j'avais vraiment à l'esprit l'idée que plus on travaille, plus on est méritant et plus on réussit. D'accord. Et donc, il fallait travailler beaucoup et vraiment se donner à fond et sécuriser le meilleur boulot possible, le plus vite possible. Alors qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus tempérée. Ok. Et la réussite, tu la définissais comment à cette époque? Statut social, avoir un beau poste, pouvoir être à un certain niveau de management. D'accord. Avec tout ce qui va avec, le salaire, le prestige, le réseau. Ok, et ça dès ton bac? Oui. Enfin, et même quand t'étais enfant, tu pensais à ça? Enfant. Je veux dire, quand t'étais ado au lycée, t'as commencé à intégrer ça? Non. D'accord. Non, ça s'est fait vraiment au moment où j'ai dû choisir mon orientation, en fait. Au lycée, mon objectif était simplement d'avoir de bonnes notes. Ok, j'étais pareil. Voilà, donc en fait, je me posais vraiment pas de questions sur ce que j'aimais faire, ni sur ce dont j'avais envie. D'accord. Et le jour où la question s'est posée, forcément toujours dans cette même cohérence avec l'idée d'être bonne élève, en fait, il fallait avoir aussi un bon poste. Ok. Oui, donc des bonnes études, puis un bon poste. Exactement. Et donc, t'as fait quoi après ton bac? Après mon bac, du coup, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai fait des classes prépa. Ok. Ah, les fameuses. Comme ça, on reste bien généraliste, et puis on reste aussi dans la logique de prestige et de mérite. Et c'est d'ailleurs rigolo, parce qu'il y a un épisode qui vient me revenir, puisqu'on est remonté à l'année du bac. J'avais rendu... ça a changé l'année dernière, mais quand j'ai passé mon bac, là, je prends un coup de vieux, c'était encore S, E, S et L. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de... Non. Il n'y a plus de lettres. Oui. Je viens de prendre cette belle claque. Voilà. Je pense qu'on fait partie de l'ancien régime. Et en fait, j'avais rendu donc j'étais en bac S et j'avais rendu ma fiche de spécialisation pour être spécialisée SVT. D'accord. Et le lendemain, je suis revenue voir l'administration. Je leur ai dit non, je veux faire maths.
Ah, parce que dans ton esprit, les maths, c'était mieux que les Voilà. SVT. Et ça m'avait marqué. C'est comme si j'avais fait un geste spontané, puis ensuite j'y ai réfléchi, ça a Ok. mûri pendant la nuit, puis après, pareil, l'instinct D'accord. de mérite et de travail à fond. Est revenu un peu Ouais. le masochisme des études. Je veux travailler. Exactement. Donc voilà, je te le raconte. Et après, donc, j'ai fait prépa ECS, ce qu'on appelle plus communément prépa HEC. Toujours pour avoir des études généralistes qui ouvrent des portes. Oui, qui ouvre toutes les portes, même si tu sais pas forcément ce que tu veux faire. Mm. Et après, t'as fait une école de commerce, je suppose. Oui. Comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde, comme beaucoup de personnes. C'est ça. Ok. Et là, est-ce que t'as trouvé un peu la spécialisation qui te faisait envie? Il va y avoir quelque chose qui revient, c'est le principe de cohérence. C'est que comme du coup, je voulais avoir ce qui me paraissait le plus prestigieux, je me suis tournée vers le monde de la finance. D'accord. Ah oui, qui va avec les maths finalement et qui va aussi avec l'idée de je progresserai peut-être plus vite que si tout ça c'est des clichés mais aujourd'hui je l'ai dit ouvertement, la spé maths est beaucoup plus prestigieuse qu'une spé marketing ou communication par exemple dans les écoles de commerce. Je pense que c'est une réalité. Voilà, malheureusement aujourd'hui oui. C'est ça. Et en fait, pourquoi est-ce que il y a toute une logique derrière, c'est que quand on voit le classement des écoles, quand on voit le classement des salaires à la sortie des écoles, quand on voit les débouchés, et quand j'entends en fait des personnes revenir du marketing et nous dire ah oui, j'arrête pas d'enchaîner les CDD et tout, donc forcément je prends peur et je me dis qu'en faisant de la finance, au pire du pire, je trouverai toujours un job dans l'audit puisque c'est réglementaire et que ça recrute. Donc ça, c'est vraiment la logique des paumés, quoi. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. En t'écoutant, j'ai un épisode qui me revient à l'esprit. Je pense que je l'avais occulté, mais quand j'avais passé mes entretiens dans une école de commerce, je me souviens de quelqu'un qui était venu me voir en me donnant son salaire de stage en finance, mais comme si c'était le truc de ouf qui allait, moi, me faire... pâmer devant lui, et je me suis dit, mais c'est nul. C'est nul de me dire ça comme ça, je gagne tant de cas par mois. Ça m'avait vraiment rien suggéré. Et c'est marrant, du coup, que ce soit des spécialisations qui sont effectivement mises en avant, et ce, dès l'entrée. Avec des chiffres. Oui, c'est ça, parce qu'on aime beaucoup les chiffres aussi en France. Voilà. Et les chiffres ont un côté rassurant. Donc quand quelqu'un te garantit à une sortie d'école parisienne, je sais pas, 42 ou 45 K annuels avec un CDI garanti dans une grosse boîte d'audit, bah t'as envie de dire pourquoi est-ce que je vais aller me risquer à faire des études plus incertaines. Le problème c'est que ce genre de logique a une certaine durée de vie. Et il y a des personnes qui le vivent très bien, mais il y a d'autres personnes aussi où ça revient comme un boomerang. Et donc toi, ça a été le cas, puisqu'aujourd'hui, t'es quand même en transition. Alors, mon boomerang est pas revenu subitement, heureusement. Donc, je suis pas sur un schéma de reconversion qu'on appelle classique, entre guillemets, malheureusement classique, du style burn-out, je fais marche arrière. Mais c'est vrai qu'il y a eu en fait, les épisodes, les vrais questionnements ont démarré dès que j'ai mis les pieds dans le monde professionnel, donc après les études. D'accord. Ah, mais même pendant tes stages en école, tu t'es pas posé de questions? J'étais obstinée. D'accord. Je me posais les questions. En fait, j'avais dans mon estomac un truc qui me disait mais qu'est-ce que tu fais là? Voilà, ça me prenait dans les tripes. Mais finalement, j'avais trop peur. Enfin, je veux dire, la peur de devoir changer avant même d'avoir testé, avant même d'avoir eu mon fameux premier CDI, elle était supérieure à l'opportunité que j'avais de pouvoir me réorienter à ce moment-là. D'accord. Donc, par cohérence toujours, j'ai fini mon parcours comme il se doit. J'ai eu mon premier CDI. Et là, l'emploi dans lequel tu es, c'est l'emploi où tu as commencé ton premier CDI? Ah non? C'est mon troisième. Ah, je ne savais pas qu'il y avait eu d'autres petits switches. Effectivement, donc c'est là où en fait on rentre dans le vif du sujet. C'est qu'une fois qu'on a fait le parcours un peu bon élève, plutôt classique du coup, avec l'année de césure qu'il faut, les stages qu'il faut, les noms sur les stages qu'il faut, j'arrive sur ma première expérience.
où en fait je me rends compte que je suis pas faite pour ce rythme-là. Ok. En fait, j'étais très carriériste à la sortie de mes études et je voulais absolument bosser dans l'univers international, D'accord. financier, grande entreprise, l'image de la working girl, Oui, avec sa valise dans l'aéroport. J'avais vraiment ça, où le diable s'habille en Prada. Voilà, c'est ces clichés-là, D'accord. bien dedans, t'es bien dans la thématique. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi, presque 3 ans. Et en fait, c'est le rythme qui m'a fait changer de job. C'est que Et vraiment, t'étais en finance. j'étais en banque, ils appellent ça l'inspection. Donc c'est le corps qui contrôle. C'est comme l'audit interne. Ok. Où tu vas contrôler les filiales sur leur branche effectivement de marché de banque d'investissement. D'accord. Donc en fait, c'est des grosses journées, plus des déplacements à l'étranger. Ok. La première année, j'ai adoré, et la deuxième année, j'ai déchanté. Donc, déchanter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on rate tous les anniversaires, les mariages, les enterrements, la vie sociale en prend un coup, la vie personnelle en prend un coup. J'avais des loisirs à côté. Et t'arrivais à maintenir un certain... D'accord. Justement pas. D'accord. Je n'arrivais à rien maintenir, j'annulais tout, et en fait, le boulot représentait 98% de mon temps disponible sur la journée. Ok. Donc, en fait, je suis partie en mission à Hong Kong pendant 2 mois et demi. Et ça a été la grosse rupture avec ce boulot-là. En fait, je me suis rendu compte que j'étais trop loin pendant trop longtemps. Et j'étais pendant excuse-moi, j'ai été déconcentrée. T'inquiète. Les fameuses notifications du vendredi soir. Et en fait, voilà, j'ai eu envie de juste rentrer et me calmer. D'accord. Je pense que si j'avais pas la conscience nécessaire et le recul nécessaire, j'ai toujours été plutôt mature depuis toute petite. Je pense que là, à ce moment-là, oui, on était vraiment sur l'approche d'une sorte de burn-out, comme on l'appelle aujourd'hui. Ok. Sauf que heureusement, je n'ai pas eu recours à des arrêts maladie. Et quand je suis rentrée sur Paris, j'ai pu rapidement retrouver un poste. Ah oui, donc t'as démissionné et t'es rentrée en France. Je suis rentrée en France Ok. Et après, effectivement, j'ai retrouvé un poste sur Paris. Et cette fois-ci, je voulais que ce soit aux antipodes de mon premier job. Ok. Donc j'étais rue du Sentier. Ah, je vois très bien. Voilà, une entreprise de 12 personnes. Ok. Rien à voir avec le monde... Enfin, ça avait un peu à voir avec le monde de la banque, mais rien à voir avec le monde financier. Et je me suis bien amusée pendant 1 an et demi. C'est bon, c'est l'image que j'en ai de Sentier, le Silicon Sentier. En fait, je me suis, je sais pas, je me suis reconnectée à voir des amis le soir, sortir les week-ends, partir en week-end, être libre de mon emploi du temps. Et en fait, le fait de me poser, ça m'a permis de commencer à réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Ok, donc avant ça, c'était plus dans des mini-ruptures où tu disais finalement non, ça ne me va pas, ou je continue, mais c'est juste à ce moment-là où tu as commencé à... Là, je n'avais plus envie de continuer. D'accord. En fait, avant, j'étais, voilà, j'avais une petite voix qui me disait, oh, t'aimes pas trop ce que tu fais, mais bon, quand même, c'est un certain statut, c'est un certain prestige, etc. Là, le prestige ne m'intéressait plus. Je voyais que le salaire, voilà, je suis pas une grande fan de shopping, de voyage en business class, donc ça me dérangeait moins de moins évoluer que ce que je pensais dans ma tête. D'accord. Et en fait, j'ai accepté toute seule et malgré moi et ça s'est fait de façon apaisée, de gagner moins et d'aller moins vite. Ok. Et une fois cette acceptation-là faite, après, en fait, j'ai ouvert tout le champ des possibles. Ok. Là, je sais pas, même faire
ouvrir un resto ou élever des chèvres dans le Larzac devenait possible pour moi. Mais là, t'étais en pause ou c'était pendant ton contrat? C'était pendant mon contrat. Alors, avant, j'étais sur une sécurité max. Là, j'étais quand même sur un contrat qui sécurisait, en fait, qui sécurisait un salaire. Et aussi une fonction où, voilà, je travaillais normalement. Mais je savais que j'allais pas y faire toute ma vie. Et voilà. Donc, en fait, j'avais l'esprit dégagé pour faire autre chose. Dès que je sortais du bureau, c'était terminé. Ok, donc t'arrivais à avoir l'équilibre que tu n'avais pas dans l'autre job. Donc ça faisait déjà un truc en plus. Eh ben oui. C'était la première étape. Exactement. Et en fait, quand on a l'équilibre, quand on est plus... on a l'esprit plus dégagé pour explorer d'autres choses, bah, le soir, on redécouvre le sport, on redécouvre le théâtre, on redécouvre les départs en week-end, la lecture, le tricot... la pâtisserie. Enfin, en fait, on découvre la notion de loisir. Et là, j'ai pareil une petite parenthèse. En fait, quand on est enfant, souvent c'est l'entourage ou les parents ou la famille qui propose en fait des loisirs. Souvent, c'est eux qui inscrivent aux cours de piano, cours de théâtre, Et en fait, quand on est adulte, faut se gérer. C'est à toi de recréer les choses que tu aimais quand tu étais plus jeune. Exactement. C'est intéressant parce que ça marche aussi en soi dans le monde pro. Où tes parents, ta culture aussi a un certain environnement et c'est à toi de recréer après et de savoir dans quel lieu tu te sens à l'aise. Et en plus, en t'écoutant, je me demande si tu t'étais jamais arrêtée ou si t'avais pas eu un job où t'avais cet équilibre. Est-ce que tu te serais posé ces questions-là? Parce que tu disais que t'avais ta petite voix. Oui. Mais... elle serait ressortie à un moment ou à un autre. En fait, j'étais toujours dans la logique de je suis jeune, j'ai moins de 30 ans, je veux me donner un maximum maintenant. Ok. Donc, je me suis donné un maximum maintenant. Après, je me suis dit, mais en fait, j'ai encore 40 ans de carrière devant moi. Finalement. C'est long. Bah oui. Oui. Ouais, c'est vrai. Et après, alors attends, donc t'étais dans ce job où t'as reconnecté avec tous tes loisirs. Oui. Et qu'est-ce qui t'a fait ensuite aller en conseil? Parce qu'en tout cas, dans mon esprit, j'ai pas une image du conseil comme un endroit où tu as un équilibre de vie très défini, où t'arrives à déconnecter le soir. J'ai vraiment plus un univers, un tunnel de travail. La différence, il y a deux différences, je réfléchis aussi un peu en live. La première, c'est que j'avais une expérience que je n'avais pas quand je sortais d'école. Quand je sortais d'école, j'étais vraiment, entre guillemets, corvéable à merci, pourvu qu'en fait, j'acquière de l'expérience. Oui. Là, 4 ans plus tard, j'avais mon expérience et donc j'avais une légitimité. Et donc, il était plus facile pour moi de cadrer mes horaires et de dire non et de pas travailler le week-end, etc. Moi, en termes de posture, j'ai évolué. L'autre chose, c'est que j'ai choisi la voie du conseil interne. Le conseil interne qui n'a rien à voir avec le conseil externe, en fait, parce que nos clients, ce sont les autres départements de l'entreprise. Ok. Donc on n'est pas sur un mode de facturation journalière comme un rapport entre un consultant et son client. On est sur de l'interne, on est sur des projets long terme. Et donc, on est sur un mode de vie beaucoup plus équilibré que le conseil tel qu'on l'entend dans les entreprises de conseil. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ok. Et là, t'as changé parce que... Enfin, comment as-tu changé de cet emploi dans le sentier pour aller à la défense? Parce que ça aussi, ça me semble être... Il y a plein de petits trucs où je me dis, mais je ne comprends pas. Mais ça va s'expliquer. En fait, quand j'ai atterri rue du Sentier, j'avais trop l'image de la licorne. Et donc même quand je quittais le monde de la grosse boîte, en fait, il me fallait toujours quand même un certain prestige. Voilà. Sauf que voilà, j'étais dans une entreprise qui se portait bien, mais qui avait un mode de financement qui s'autofinance. Donc en fait, la croissance n'était pas assez rapide. Et je me suis un peu ennuyée au bout de 1 an et demi. Et là, je me suis posée, je me suis dit, bon, quel est le job qui peut
me garantir un équilibre, me libérer les week-ends et mes soirées, donc un job plutôt normal, entre guillemets, me fournir une certaine sécurité pour continuer à travailler et puis gagner ma vie, qui soit intéressant et polyvalent. En fait, je me suis rendu compte que si je traite un même sujet pendant plus d'un an, je m'ennuie. Et donc, le conseil permet justement de monter sur des nouveaux projets. Dès qu'il y en a un qui arrive un peu au bout, on peut en démarrer un deuxième. Et la logique s'est faite comme ça. Et je sais pas si j'ai des collègues qui m'écoutent, j'espère pas, mais quand je suis... Là, je fais une grosse confidence. En fait, je me suis dit, j'y vais. Je me redonne une chance. C'est vrai que le rythme intense dans la grosse boîte ne m'a pas réussi. Mais j'y vais pour me redonner une chance. Et puis, on verra. Mais je ne suis pas arrivée dans une posture carriériste où j'ai envie de bien évoluer, etc., etc. Donc, sur le on verra, qu'est-ce que j'avais aussi en parallèle dans ma tête, c'est de me former par ailleurs. D'accord. Et de commencer à développer mon projet perso. D'accord. Ah, donc tu avais déjà l'idée de te former en sophrologie en arrivant dans le... Oui. Je suis en train de hocher la tête. C'est vrai qu'on est sur un podcast, du coup, quand on fait des gestes... Oui, j'adore justement en faisant les podcasts que je me rends compte de plus en plus de des tics qu'on a ou du fait qu'on se touche tous et qu'on ne voit pas et qui ne se retranscrit pas. Mais je pense que ça s'entend dans nos voix. J'espère, parce que c'est monotone. On va endormir les personnes qui nous écoutent. Et du coup, pourquoi la sophrologie ? On arrive à... J'avais commencé, tu avais très justement posé la question du corps humain. De quelle voie est-ce que je voulais prendre, et je te disais que j'étais très curieuse en fait de l'univers médical et de l'univers du bien-être et tout ça. Bon. En parallèle... Entre-temps, ayant eu un rythme intense, je me suis aussi demandé comment est-ce qu'on arrive à garder un équilibre. Donc, je me suis intéressée au monde du bien-être. Dans le panel du monde du bien-être, il y a énormément de choses intéressantes. J'avais envie de tout faire au début. Je pense que quand on soulève ce bout de tapis, on a envie de... Donc, intéressée par le monde du développement personnel, je commence à regarder. Et puis, je vois énormément de métiers qui ont l'air juste passionnants. Je vois naturopathe, je vois kinésiologue, je vois hypnothérapeute, je vois plein de choses. Kinésiologue, c'est quoi ? C'est pas mon domaine de compétence. Par contre, c'est un domaine très, très, très large, très vaste qui va associer le physique, le mental, qui est inspiré de la médecine chinoise. Tu peux noter le mot et puis... Kinésiologue. C'est très intéressant. Ok. C'est vraiment à cheval entre plusieurs disciplines. Et en fait, du coup, comme quand même, j'ai un background maths, finance et un côté aussi pragmatique qui veut voir des résultats, il me fallait une discipline pragmatique. C'est-à-dire que tout ce qui était un peu coach spirituel, holistique, etc., en fait, je préfère le garder dans la sphère perso et ne pas l'exercer dans la sphère pro. Donc, il me fallait une discipline concrète avec des exercices concrets. Des protocoles qu'on suit, un vrai accompagnement construit, et la sophrologie répondait à ça. Ah, c'est marrant, on sent que tu as besoin d'un cadre assez défini pour pouvoir évoluer au fur et à mesure. En fait, c'est à chaque fois, c'est vrai que sur le parcours, en fait, je me suis organisée de telle sorte à pouvoir avoir la sécurité dont j'ai besoin qui puisse me permettre d'atteindre mon objectif. Tout en étant flexible, en fait, sur les modalités. Et ton objectif, c'était de te lancer en sophro ? C'était partiellement. Au départ, c'était vraiment... de te former en sophro. Oui, et même quand je regardais les formations, c'était d'abord à titre personnel, par curiosité. Puis après, j'ai été prise au jeu, et en fait... Je n'avais pas du tout l'optique de démissionner au départ. En fait, je me disais, je peux faire ça à côté sur mes soirées et mes week-ends. Ok, équilibre, mais pas trop. C'est ça. En fait, c'est juste avoir. En fait, au-delà de l'équilibre, je pense que c'est la notion la plus juste ici, c'est la liberté.
J'ai envie de travailler beaucoup, je peux travailler beaucoup. J'ai envie de développer un projet perso, et ben je module. Et donc il me fallait ce job un peu que je pouvais moduler. Et j'avais noté ça tout à l'heure en question. Mais alors, je vais te replacer le contexte parce qu'elle va paraître un peu perchée. Mais hier, j'ai assisté à une conférence sur l'écoféminisme. D'accord. Et en fait, dans la façon dont t'étais décrite plus ou moins de nos différentes sphères, elle parlait beaucoup de tout ce qui était un peu la culture. Et qui était très rationnel, comme ce que tu viens de dire, tu vois, avoir besoin d'un protocole, de résultats, etc. Et tout ce qui était plus en relation avec ce qu'elles appelaient la nature, mais de manière assez générale, et qui, pour moi, est plus lié justement à la sophrologie et à toutes les pratiques de coaching qui sont un peu plus, j'irais pas dire vivantes et en bordel, mais qui sont plus sur la connexion de soi, connexion corps à son environnement. Et comment, du coup, tu t'es passé de ces... Parce que c'est deux mondes qui me semblent assez opposés. Ta question est hyper pertinente. En fait, là, tu tiens le bon bout concernant mon positionnement. Ok. Je n'ai pas envie d'être sur un mode de sophrologie totalement nature, reconnexion à soi... un peu, comment dire, sur des mots abstraits. Ok. J'ai envie que ce que j'enseigne, en plus j'utilise des termes comme si j'étais une formatrice, ce que je transmets en fait à mes clients, j'ai envie que ça puisse vraiment leur servir. Ok. Mais bien sûr qu'on va parler reconnexion au corps, reconnexion à soi, apprendre à s'écouter, etc. C'est exactement la même discipline, c'est la sophrologie. Et la sophrologie, je vais juste redonner une définition, histoire de... Effectivement, j'avais oublié, mais très bien vu. Parce que c'est vrai que ça peut paraître assez nébuleux. En fait, c'est l'harmonisation du corps et de l'esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire, en gros? Ça veut dire, j'apprends à m'écouter à travers des exercices de relaxation. Et en fonction de mon objectif, je prépare mon mental à l'atteinte de cet objectif-là. Ok. C'est ma définition. Mais c'est marrant parce que oui, à chaque fois que tu parles, il y a quand même cette notion d'objectif à atteindre à chaque fois. Voilà. Et ça, je trouve que c'est dans mon approche. Après, un objectif, ça peut être juste avoir une déconnexion sur 1 heure, tu vois, un moment bien-être. Ok. Mais que la personne, elle ait le sentiment d'accomplir quelque chose, en fait, quand elle se fait accompagner par moi. Ok. Ah, et est-ce que, enfin, que ce soit pour toi ou pour les gens, t'as l'impression que si on n'a pas d'objectif, on n'avance pas? C'est bizarre comme question, peut-être. Non, elle est hyper intéressante. Alors, je vais décomposer ma réponse. Ok. À titre personnel, quand je fais quelque chose, je n'ai pas spécialement un objectif. Ok. Par contre, quand je suis dans ma posture de sophrologue, je veux que on se pose quand même la question de l'objectif de l'accompagnement pour que la personne soit satisfaite, sache où aller, et qu'après, dans les exercices, je puisse moi aussi personnaliser mes exercices en fonction de son objectif. Sinon, on va rester dans du général global. Ça va lui faire du bien, la personne va passer un bon moment, mais il reviendra pas. Ok. Ah, c'est marrant, parce que je réfléchissais, mais vraiment ce matin, à ce qui pouvait me déranger dans les notions de développement personnel. Et moi, je sais que c'est plus tu vois, le côté performance que peuvent avoir certains... Je dirais pas, j'ai le terme gourou qui me vient à l'esprit, mais... Ne l'emploie pas. Mais j'ai des personnages en tête que je ne citerai pas. Mais tu sais, qui font des vidéos sur comment devenir comme moi, comment faire des morning routines de folie, etc. Et c'est aussi pour ça que je posais la question, parce que je me demandais comment tu liais la notion d'objectif et de résultat. Alors, c'est même pas... quand je parle d'objectif, c'est pas mon objectif pour la personne, déjà. Parce que souvent, tu vois, les coachs, oui, je vais t'aider à gagner 5 millions de mois. Ok. Bon, ça, c'est déjà l'objectif de la personne, n'est pas le... Voilà. En fait, c'est la personne qui vient avec un besoin.
Elle vient parce qu'elle passe par un moment difficile, parce qu'elle appréhende un examen, parce qu'elle appréhende un accouchement, parce qu'elle se sent en burn-out. Oui. Voilà. Elle vient avec un besoin et c'est à moi en fait de l'accompagner vers cette démarche de se dire ok, voici mon besoin, mon point A et mon point B. Ok. Et entre le point A et le point B, après il y a un cheminement qui peut prendre je sais pas le temps qu'il faut en fonction de la personne. Si une personne elle vient avec un point 1, elle est fatiguée, stressée, angoissée, souvent on est sur des moments où la personne n'aura peut-être pas la lucidité nécessaire de pouvoir se poser vraiment les questions de l'objectif en fait. Okay. Et souvent tu arrives sur des situations où la personne est un peu perdue, plus de ressources pour penser à l'objectif. Donc en fait, l'objectif il se personnalise en fonction de la personne. Et même si l'objectif c'est je veux être sereine dans mon quotidien, rien que ça, au moins on l'aura posé. Ok. Oui, donc c'est un peu pour avoir un cap. Oui. Même si tu sais pas forcément comment tu vas y arriver. Et après on personnalise comment on va y arriver. Parce que si la personne elle vient, elle est fatiguée, elle te dit par exemple j'ai du mal à gérer mes émotions, en ce moment j'ai beaucoup de travail, etc. En fait, en tant que professionnel, par quoi est-ce que tu vas commencer? Est-ce qu'elle a beaucoup de travail parce que justement elle a une charge mentale, parce que justement elle n'arrive pas à gérer ses émotions? Ou alors au contraire, est-ce qu'elle gère très bien ses émotions mais factuellement elle a énormément de travail? Et en fait, faut voilà, c'est mon approche qui reste très pragmatique et c'est là où je trouve que j'ai ma différence en fait et ma différenciation par rapport à d'autres praticiens qui sont vraiment axés bien-être, se faire du bien, et après qu'est-ce qu'on appelle se faire du bien? Oui, mais je trouve que c'est important du coup de se dire que c'est une notion personnelle aussi quand tu fixes des objectifs. Parce que même, tu vois, dans ce qu'on vient de se dire sur les études, les différentes cases qu'on veut cocher dans nos vies, c'est des objectifs mais plus externes que des choses qui viennent aussi de la personne. Là tu as parfaitement compris le truc. Et d'ailleurs, dans la formulation, j'invite toujours la personne à dire « je veux ». En employant la première personne du singulier. Pour qu'elle se l'approprie. Et ce sera son vocabulaire à elle. Et à son rythme. Et est-ce que toi, t'arrives dans ta vie de tous les jours à aussi appliquer toutes ces méthodes de sophro pour soit pas forcément déconnecter, mais arriver à... Je le fais de temps en temps. Alors, je vais pas, par exemple, me poser pour faire une séance complète. Ça, ce serait mentir que de dire que je me fais quelques exercices en me levant du lit. Par contre, en fait, je reconnais mieux mes mécanismes. Et même sur des situations où même moi, je suis stressée parce qu'on n'est pas des surhumains, en fait. Je sais que au bout de 2-3 respirations, ça va passer. En fait, aujourd'hui, grâce à cette formation-là et grâce aux accompagnements que je fais, j'ai confiance en ma capacité à prendre du recul. Et ça, c'est une ligne droite et c'est ce qui me permet aujourd'hui vraiment de me dire que j'utilise la sophro. Et d'ailleurs, dans les accompagnements, je pense qu'on va avoir des extraits de la sophro. Si on a quelqu'un qui nous a écouté jusqu'à cette minute-là du podcast, on va sortir avec des experts en la matière. En fait, l'objectif d'un accompagnement, pour vraiment rendre la personne autonome, et là j'ai introduit encore une notion aussi, c'est que je ne veux pas créer de dépendance en fait avec mes clients. Parce que l'objectif d'une transformation, c'est que la personne, elle ait les clés toute sa vie. C'est ça qu'on appelle une vraie transformation. Et pourquoi je te dis ça, c'est parce que pour pouvoir être autonome, en fait, finalement, là où je veux, en fonction de l'objectif bien sûr de la personne, on aura personnalisé les exercices, etc. En fait, mon objectif ultime, c'est qu'elle se rende compte de sa capacité à atteindre son objectif toute seule. Et toi, est-ce que tu as utilisé la sophro
dans tes différentes réflexions, est-ce que ça t'avait aidé? Moi, j'ai connu la sophro sur des ateliers collectifs. Ok. En parallèle de plein d'autres expériences, yoga, méditation, etc. Okay. Après, ce qui m'a vraiment moi aidé, c'est plus la formation et l'expérience personnelle. Je me suis jamais faite accompagner par un praticien. D'accord. Ah, c'est marrant. J'allais dire, c'est comme les coachs où tu as différentes manières d'y arriver. Et après, de te former et de commencer à évoluer au fur et à mesure. Ok. En fait, on a vraiment digressé, je m'en... Ça nous a amené... Non, mais oui, je crois que j'étais en train de... C'était pour... On s'était arrêté à mon projet personnel en parallèle de mon boulot. C'est ça. Et on arrive peut-être à l'objet initial. Oui, qui était que là, tu es dans ta période de démission. Oui. Enfin, tu as posé ton préavis il y a 2 semaines, non? C'est pas ça? C'est ça. Et donc, comment en es-tu arrivé à ce point? Donc, on était arrivé à... J'intègre voilà, un groupe dans le conseil interne. Je fais ma vie, 1 an, 2 ans. Et en parallèle, je me forme. Je me forme et je me prends au sérieux. Et en fait, je kiffe. Et en fait, vraiment, je me dis, allez, il faut que je teste. Et je teste. Je commence des accompagnements, etc. Donc là, on arrive sur des périodes assez intenses, le soir ou les week-ends, où il faut travailler. Après, je déclare à mon employeur que j'ai aussi cette activité en parallèle, parce que je me suis aussi déclarée en tant que micro-entrepreneur en parallèle. Okay. Et surtout, je commence à communiquer sur mon activité. Et en toute transparence, je ne souhaitais pas qu'il y ait un collègue un jour qui tombe et qui se dise « mais elle a une double vie, elle ». Et c'était il y a combien de temps, ça? C'était il y a environ 6 mois. Ok. Ah, donc ça allait très vite. Donc il y a 6 mois, il y a eu un coming out disant voilà, j'ai rien. Et surtout, j'aimerais poser quelques jours pour pouvoir développer mon activité davantage. Alors ça a été un moment important. Pourquoi? Parce que c'est comme si j'avais déjà signé mon arrêt de mort. Ah. Et là, ça t'interpelle. Je ne m'attendais pas. Je me suis rendu compte dans une entreprise, quand tu as quelqu'un qui a un side project, tu sais déjà par avance que la personne elle a un pied dehors. Et donc que je n'allais pas être la personne qui allait évoluer le plus dans l'équipe. D'accord. Pas forcément la personne qui allait aussi s'impliquer le plus dans son travail. Oui. Là, je le pose comme un warning avant de pouvoir parler de son side project à son employeur, vraiment se poser la question de son avenir dans cette entreprise-là. Toutes n'ont pas la même ouverture d'esprit et la même maturité par rapport au fait d'avoir un side project. Je sais qu'il y a certaines entreprises qui sont totalement open avec ça et qui, au contraire, offrent le temps aux collaborateurs de pouvoir le faire, parce que ça peut être aussi intéressant et ça peut aussi apporter pour l'entreprise. Oui, je sais qu'il y a des entreprises qui ont banalisé un peu le 4/5e. Oui. Et sur le dernier jour, donc soit tu développes ton projet personnel ou tu t'impliques sur un projet qui n'a rien à voir avec ton cœur de métier pour aussi développer ta créativité et faire en sorte que tu reviennes avec plein d'autres idées à la fin. Ben c'est ça. C'est donc il faut pouvoir bien connaître son entreprise et quel est l'environnement en fait dans lequel ce side project va se développer. Et si l'entreprise n'a pas ce dispositif-là, ça veut dire que tu vas sortir un peu des sentiers battus. Et c'est là que ça commence un peu potentiellement à avoir des frictions avec l'organisation. Alors, je n'ai pas eu de friction, je suis pas du genre à aller au conflit. Par contre, ça m'a personnellement affectée en fait dans ma motivation. En fait, je me suis retrouvée à faire un boulot qui me plaît énormément le soir et à être de plus en plus démotivée sur mon boulot le matin, et toujours dans ma logique de faire les choses bien. En fait, je faisais les choses moins bien. Et donc la qualité de mon travail, en fait, elle a commencé à se dégrader, et c'est ça qui a fait le gros déclic de me dire je n'arrive ni à me développer complètement sur mon activité, ni à être aussi performante dans mon travail. Oui, donc t'es un peu sur un entre-deux qui te force au bout d'un moment à choisir l'un ou l'autre. Exactement. Et j'ai envie de dire, heureusement, ça veut dire qu'en fait j'avais assez de travail et dans mon boulot et dans le deuxième.
C'est-à-dire qu'en fait, là, je devais faire un choix pour allouer mon énergie. Mais j'aurais pu rester dans ma boîte comme j'aurais pu développer mon entreprise. Oui, mais c'était savoir quelle était la voie qui te convenait le plus à ce moment-là. Voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, si je continue dans ma boîte, je vais devoir vraiment pouvoir m'organiser, donc demander vraiment un 4/5e, moins bosser le soir, etc. Je serai d'office, je pourrais moins livrer. Et pareil, j'espère qu'il n'y a pas des collègues qui vont m'écouter tout de suite. Mais quand on est dans une grande entreprise avec un certain recul et quand on critique certains process, on a du mal à vivre certaines journées. D'accord. En fait, voilà, donc tout ce qui est politique, organisation réunions toute la journée, les comptes rendus à rallonge, les garanties validations avant envoi, tout ça. En fait, ça commençait à vraiment me peser. Et à côté, je me disais, mais j'accompagne des gens avec des vrais problèmes. Hello. Elle est où la vraie vie là? C'est vrai qu'il y a un petit décalage. Voilà, c'est le décalage qui a fait qu'en fait je me suis positionnée. Et en fait j'ai retrouvé un nouvel équilibre comme je l'ai fait pour les 3 précédentes fois. Parce que heureusement, on évolue en France, on a des dispositifs qu'il faut explorer, on a des accompagnements au lancement d'entreprise. On a des dispositifs pour, depuis 2019, bénéficier du chômage même si on démissionne, en cas de reconversion et sous certaines conditions. Ok, donc ça je ne savais pas. Oui, c'est tout nouveau, il y a encore peu de personnes qui le savent, donc il faut remplir certains critères, on pourra en parler si ça t'intéresse, mais voilà. Et en fait, une fois que je me suis baquée sur d'autres sujets, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai à perdre en vrai ? J'ai à perdre la cohérence sur mon parcours. Et encore. Parce qu'une expérience comme ça, elle peut être valorisée autrement dans 2-3 ans. Et même, ça dépend si après tu veux retourner dans un milieu de grande entreprise. Exactement. Qu'est-ce que je perds ? La sécurité financière. C'est vrai que voilà, c'est un sujet qui est un peu tabou et on n'en parle pas, mais c'est primordial quand on entame une reconversion. Il faut pouvoir payer ses charges et pouvoir subvenir à ses besoins. Donc ça, c'est totalement humain et naturel. Et en dehors de ça, rien, en fait. J'arrive sur mes 30 ans et en fait, j'ai déjà l'impression d'avoir vécu une carrière de quelqu'un qui en a 60. Tellement elle a été changeante et intense. Et donc voilà, et en fait quand j'ai dédramatisé ça, après j'ai eu le courage de pouvoir dire stop un jour où j'avais vraiment plus envie de travailler pour ma grosse boîte. Oui, ton fameux retour de vacances. Oui, je suis rentrée de vacances, j'ai déplié je crois quelques centaines de mails et après je me suis dit bon, en fait ça me plaît vraiment plus et j'y retournerai quand j'en aurai envie, mais aujourd'hui je préfère vraiment me développer, me donner l'opportunité de me développer. Ok. Et comment t'en as parlé justement à ton entourage ? Ah, très bonne question. Je vais te répondre. J'ai choisi de ne pas en parler à mon entourage. Ah bon ? Ah oui. Ok. Mais pourquoi ? Je m'attendais pas du tout à cette... Bien sûr, l'entourage tout proche. Enfin, j'ai 3-4 amis qui le savent, mais pas mon grand entourage et même le familial. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de leur en parler quand ça aura réussi. Ah, donc il y a quand même, j'allais dire, sous-jacent, cette envie aussi de réussir comme dans les deux. En fait, je ne voulais pas capter la peur des autres. Ok. Je ne voulais pas qu'il y ait des pensées parasites qui arrivent d'ailleurs en me disant mais t'es sûre de toi mais moi je connais quelqu'un qui a fait ci, finalement ça n'a pas marché, etc. En fait je voulais vraiment faire ce truc-là à ma façon. C'est ma parenthèse, c'est comme si je prenais une année sabbatique. C'est mon projet et quand ça aura réussi, je le fais. Et, puis, et d'ailleurs ça a été une grande question pour commencer à communiquer dessus du coup. Oui. Donc Est-ce que tes proches peuvent quand même te voir sur Instagram, non ?
J'ai changé l'orthographe de mon prénom. Ah, d'accord. Oui, mais c'est quand même ta tête. C'est quand même ma tête, mais s'ils me voient, bah, ils sauront déjà enfin, ils le sauront, quoi, c'est tout. Oui. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas souhaité partager le projet tant qu'il était à un stade embryonnaire. J'ai attendu vraiment de me former, penser à mon offre, faire quelques accompagnements, démissionner, et aujourd'hui, bah, s'il tombe sur ma tête, bah, tant pis, j'aurais qu'à me racheter. Et attends, mais du coup, comment tu définirais la réussite de ton projet ou de ce que tu fais? Si ça me plaît. Si ça te plaît. Mais là, ça te plaît déjà, non? Oui, mais je veux dire, la réussite... Enfin, là, je suis sur un moment où, pour moi, réussir sur mon projet, c'est juste ne pas voir le temps passer, me lever en ayant l'envie de le faire. Ok. Donc, mon projet, en fait, c'est ce qui... Aujourd'hui, je suis sur la phase où vraiment je m'éclate. Ok. Je suis pas encore rentrée, mais je le vois, t'inquiète pas, c'est comme je prévois tout. Je suis pas encore dans la phase où je dois structurer mon business, etc. Ok. Donc je suis pas encore dans la phase où je me pose par exemple, une réussite indexée sur le chiffre d'affaires. Ok. Ah. Et donc c'est quelle réussite qui fera que tu pourras en parler? Très bonne question. Je sais pas. Ok. Au moment venu. Ok. Là, ça m'est arrivé récemment au cours d'un dîner avec des amis d'en parler. Ah, okay. Au fait. Oui, au fait, voilà. ça change. Et ta famille, ou tu me parlais tout à l'heure de ton conjoint, comment t'as communiqué là-dessus? Et notamment, tu vois, comme tu disais sur la sécurité financière, comment ça s'est passé? Alors, la famille élargie ne le sait pas, Okay. Le conjoint bien sûr, parce que du coup, c'est un sujet qui est autant un sujet qui peut solidariser un couple que le briser, forcément. Parce que voilà, t'as quelqu'un qui change complètement de vie, de rythme, de niveau de salaire, et il faut être très transparent par rapport à ça. Donc ça s'est joué sur la transparence. On a posé mes dépenses en fait. Okay. Je me suis dit que voilà, si j'avais droit à des allocations plus le nombre de... Enfin, en fait, pire scénario, moins de clients que prévu, meilleur scénario, plus de clients que prévu, etc. Et en fait, vu comment il me voit bosser, il a encore plus confiance en mon projet que moi-même. Et du coup, franchement, voilà, une grande aide, vas-y. Et par rapport au sujet financier, oui, en fait, c'est un tableau, poser les dépenses, poser les potentiels revenus, pire scénario, meilleur scénario, et en parler. Et pas qu'il y ait de crispation autour de ça, en fait. Enfin, c'est hyper important. Et je suis vraiment aujourd'hui dans un mode où même si ça se passe pas très bien pour mon projet, où je passe par des mois, voilà, avec mon accompagnement quoi, en fait, ça ne me dérange pas dans l'absolu de refaire encore un métier, retravailler un peu en freelance, retravailler dans d'autres... Enfin, vraiment, je suis assez confiante par rapport à ma capacité à m'adapter. Et une fois que ça, c'est traité, entre guillemets, tu pourras continuer à avancer. Mais ça veut dire que tu as déjà quand même changé ton point de vue d'un certain côté. Oui. Et je me posais la question aussi tout à l'heure en t'écoutant. Et vraiment, je passe du coq à l'âne, mais j'ai l'impression que tu n'as jamais vraiment eu de pause dans ton parcours. Oui. Et je me demandais, est-ce que tu as peur justement de cette pause? Oui. Ok. C'est ma hantise. Ah, ok, d'accord. Parce que même tout à l'heure, à un moment, tu m'as dit, j'ai pas envie de me remettre à me poser des questions, etc. Et je me disais, c'est marrant. Oui. Parce que toute la sophrologie, tout le bien-être, tout, c'est aussi accepter ces moments de chaos où tu sais pas forcément. Et comme tu m'as l'air d'être quelqu'un bon, après on se connaît depuis une heure, mais tu m'as l'air d'être quelqu'un de super cadré, je me demandais comment aussi ça se conciliait. En fait, je suis comment dire, il n'y a pas de tabou quand je parle, donc forcément aller te dire oui mais en fait j'ai pas fait de pause parce que j'avais trop de taf, j'avais trop de... Non, en fait, j'ai pas fait de pause, toujours avec la peur, en fait, d'avoir un trou dans mon CV. Ok, mais même là, quand tu te lances en... Même là. Ok. En fait, le trou dans le CV, alors je sais pas si c'est non, mais... une maladie, mais et je sais, et d'ailleurs j'ai vu ton sondage récemment,
je sais que c'est quelque chose qui est encore très peu admis, très peu accepté. Et qu'est-ce qui m'a fait rentrer ça dans ma tête? C'est les process RH de recrutement dans les entreprises. Ok. Voilà. Un trou dans le CV, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je caricature. Ça veut dire, la personne n'est pas sûre d'elle. La personne, elle a eu un moment de doute. La personne, elle a pas trouvé de job. Il y a eu un problème. Ok. Donc, oui, ou tu as eu un enfant et... Oui, ça peut être... En fait, c'est toujours soumis à interprétation. D'accord. Et pour avoir passé énormément d'entretiens, du coup, surtout mon parcours, je peux te dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne sont pas encore prêtes à accepter les profils qui sortent un peu des sentiers battus, justement. Ok. Et qui font des pauses. Et qui font des pauses pour même si c'est pour un vrai projet, un bénévolat, un voyage, etc. Aujourd'hui, toutes les boîtes ne sont pas confortables avec ça. Ok. Ah, mais c'est ultra intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a encore une tension justement entre le milieu de l'entreprise classique, avec des grands guillemets dans laquelle tu étais, et celui vers lequel, duquel moi je suis plus issue, tout ce qui est start-up, SS, etc. Où là, la pose sur les CV est pas forcément valorisée, mais moins tabou aussi. Oui. Mais je pense qu'on tend de plus en plus vers là. La nouvelle génération fait des pauses sur le CV. Et c'est de plus en plus fréquent, c'est de plus en plus admis, et en fait, les entreprises doivent s'adapter. Et aujourd'hui, avec le recul nécessaire, oui, j'aurais bien aimé faire un voyage humanitaire au lieu de faire un stage pendant mes études. Voilà. Oui, j'aurais bien aimé faire une pause entre mes deux jobs au lieu de les enchaîner pour vraiment poser les questions, etc. Mais c'est vraiment la peur des répercussions à long terme, en fait, que ça pourrait avoir, qui a fait que j'ai toujours trouvé un moyen pour avoir un statut. Ok, c'est ultra intéressant. Et je pense que tu es la première personne à me le dire de façon aussi cash. Mais je trouve ça trop cool. J'en suis ravie. Non, mais c'est vrai que je connais en plus plein de gens, tu vois, qui viennent me parler sur leur démission et qui me parlent de du premier moment de flou où tu te retrouves chez toi, tu sais pas ce que tu vas faire, limite tu regrettes. J'ai une de mes potes, elle me disait je regrettais trop, je me suis sentie comme un peu comme une merde pendant un certain temps. Et c'est pour ça que je me demandais c'est quand même super ballsy de poser sa démission et l'après on en parle peu. Donc d'où ma question. C'est poser sa démission et après on n'en parle plus. Alors moi, je te réponds là, Sarah, c'est un scénario non envisageable dans mon fonctionnement parce que il me faut de la perspective. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui le font et d'ailleurs c'est courageux et ça veut dire que la personne a en fond traité tout ce qui est incertitude financière, peur de l'évolution, peur de ne pas avoir de statut. Peur de ne pas avoir un logement, parce que voilà, il faut aussi avoir un certain statut pour avoir un logement, capacité à s'adapter à toutes circonstances et de faire n'importe quel job pour subvenir à ses besoins. Il y a énormément de choses qui se jouent derrière. C'est vrai, j'avais pas du tout pensé à tout ça. C'est super intéressant. C'est peut-être l'objet d'un podcast dédié. Oui, j'étais en train de me dire, mais peut-être que finalement, c'est un sujet qui ne peut pas se traiter en une heure. Mais encore aujourd'hui, parce que je m'intéresse énormément, vu que moi-même, je suis en process, encore aujourd'hui, il y a énormément de professionnels qui disent « J'ai fait un burn-out, je me suis reconvertie, je me suis jetée à l'eau, je suis devenue coach, et zut, je gagne pas ma vie. » D'accord. Tu fais quoi, tu fais un deuxième burn-out, toi? Mais ça aussi, je pense qu'il y a... Enfin, j'ai l'impression que c'est toutes les questions des biais des survivants où tu mets en valeur toutes les personnes qui ont réussi et tu penses pas à toutes les autres qui travaillent, qui sont encore dans le processus. Et je sais plus, j'en parlais l'autre jour aussi en disant c'est aussi ce que j'aime bien faire dans mon projet, de montrer un peu cette période d'effervescence et pas juste ça y est, c'est bon, je m'y suis trouvée. Mais c'est vrai qu'on réfléchit pas à ces périodes de post-prise de décision, post-burn-out, on a l'impression que ça se fait tout de suite. En fait, c'est assez, d'ailleurs, Instagram, c'est le réseau idéal pour ça. T'as l'impression qu'il y a eu le fond du trou, puis l'illumination.
C'est ça. Et en fait, t'as énormément de gens qui débarquent en disant ça y est, j'ai trouvé ma voie, maintenant je me sens hyper épanouie, c'est ça ou rien. Voilà. Je demande à vraiment avoir la réalité derrière. Peut-être, et tant mieux, mais peut-être que la réalité c'est pas non plus Instagram. Et peut-être qu'il y a des moments où vraiment il y a des bons mois, parce que qu'est-ce que ça veut dire auto-entrepreneur aussi? C'est-à-dire que tu acceptes que tous les mois tu gagnes pas la même chose. Oui, c'est ça. Et où tu te poses la question début de mois mais en fait. Exactement. Comment vas-tu finir ce mois-ci? Oui. Donc, il y a tellement de choses qui se jouent sur un parcours de reconversion. Et c'est vrai qu'au départ, quand on a parlé de ce podcast, tu voulais vraiment que je fasse un focus sur le side project. Un process idéal sur un side project, je n'en ai pas. Mais c'est normal. Par contre, des points d'attention et des zones de réflexion, oui. Ok, mais quels sont-ils du coup? Je viens de la transition. Faut bien connaître son entreprise pour pouvoir avoir une première évaluation de son niveau d'ouverture par rapport à cette idée. Si la personne est dans une entreprise qui est pas du tout ouverte, faut qu'elle accepte que ce sera peut-être pas aussi bien pris. Si l'entreprise est ouverte, et tant mieux. Et au contraire, il y a même des entreprises dès l'embauche en fait qui l'acceptent si des personnes viennent avec un projet en parallèle. Ça, c'est difficile. Pour avoir passé des entretiens, c'est difficile. C'est dur. Oui. Souvent, quand je leur dis j'ai un projet à côté qui me prend du temps, on a tendance à soit on me fait passer tous les entretiens et effectivement mon projet plaît ou ma personne plaît, mais je passe pas le dernier screening. Et là pour le coup c'est moi qui trouve que ton sujet est hyper intéressant. Est-ce que sur un entretien de recrutement faut tout dire? Alors moi je dis tout, mais j'ai aucun filtre en entretien. J'aime bien savoir où je mets les pieds et savoir qui ils embauchent aussi. Et je préfère ça que de découvrir après une culture terrible. Donc ça va dans les deux sens. Mais j'allais dire, j'espère que mes collègues, mes anciens collègues ne m'écoutent pas. Mais moi je sais que j'ai aussi ce côté très carré et sur mon Notion je faisais vraiment toutes mes tâches étaient chronométrées et j'avais vraiment noté en haut faire un mi-temps sur un temps plein. Donc je préfère maintenant dire les gars, soit je prends un mi-temps, on me donne un temps plutôt que de devoir gagner chaque minute. Désolée les gars. Et on arrivait à ça. C'est c'est très symptomatique du problème de la pause et du problème des profils qui rentrent pas dans le cadre. Moi, du coup, cette volonté d'avoir mon projet, j'en ai jamais parlé avant qu'elle ne soit réelle. D'accord. Et du coup, oui, j'étais à la course à la minute. Ok, oui, non, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Avant qu'on s'éparpille, on était sur les zones les réflexions à avoir quand on a un side project. Donc estimer l'appétence de l'entreprise par rapport à l'idée. Après, son organisation. Savoir qu'un side project, c'est énormément d'organisation et une grande capacité aussi à pouvoir travailler sur 2 sujets à cheval en même temps. Ça fait 2 cerveaux à gérer, complètement. Surtout si les 2 projets n'ont rien à voir. Dans organisation, je mets aussi tout ce qui est bien-être de soi par rapport à ça. C'est-à-dire que il peut y avoir aussi des développements de side project qui épuisent la personne. Parce que la personne ne dort pas très bien, se pose énormément de questions toute la journée, sacrifie ses loisirs, etc. Faut vraiment préserver sa vie personnelle dans la rubrique organisation. On sent que tu penses en... Ouais, je pense en arbre. J'allais dire en cadre. Ça aide à structurer les pensées et donc le 3e axe de réflexion, c'est que faire de ce side project en fait. Est-ce que c'est un side project qui est amené à voir le jour et auquel cas vraiment à réfléchir à sa stratégie de sortie entre guillemets, ou est-ce que c'est un side project plutôt loisir et qui vivra verra et auquel cas aller à son rythme. Mais ça je pense que ça vient avec soit avec le temps et aussi avec la personnalité. Parce que je sais que quand j'ai commencé
c'était le bazar. Ouais. Et je me disais pas, je vais en faire quelque chose un jour. C'était vraiment ce que tu viens de dire qui vivra vers un peu. Ouais. Bah, si, oui, c'est un modèle. Mm. En fait, je réinsiste sur le fait qu'il n'y a pas de modèle parfait. Oui, oui. Et moi qui viens du modèle parfait, je vais te dire aujourd'hui, il n'y a pas de... C'est une illusion que de Oui. croire que si tu suis une formation comment tenir son side project, en fait, si tu suis vraiment le modèle de quelqu'un pour qui ça a marché, Oui. que pour toi ça marchera. Ça te donnera des inspirations, Oui. et forcément. Mais un side project, c'est j'alloue un temps en parallèle de mon temps de travail pour travailler sur un projet qui m'intéresse et qui verra peut-être le jour, Oui. le moment venu. Oui, et en plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les objectifs, c'est très individuel. La façon dont on travaille, la façon dont on le développe aussi après. Bah, écoute, merci beaucoup. Je pense que... Est-ce qu'on a fait le tour de toutes les questions? J'ai une dernière question à te poser pour conclure, que je ne pose jamais, mais j'ai l'impression qu'on a dit tellement de trucs que je suis curieuse de ta réponse. Qu'est-ce que... justement, tu disais quand tu sortais du bac, tu étais dans un certain état d'esprit. Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui soit passe son bac ou a passé son bac cette année? Ne pas oublier ses loisirs. C'est une belle conclusion. Et après, on pourra bien sûr détailler, parce que quand tu oublies tes loisirs, tu oublies en fait ce qui te fait vibrer, tu oublies ce qui te donne envie, tu oublies ce que tu aimes faire. Et quand tu oublies ça, ça reviendra un jour. Donc autant l'intégrer doucement dans son choix pour être serein par rapport à son choix d'orientation. Mais écoute, merci beaucoup. C'était super riche, super dense. Ah, voilà. Je me suis posé plein de questions, j'ai appris plein de trucs. C'est à moi que ça fait plaisir. Aujourd'hui, je pense que si tu m'aurais dit il y a quelques temps que j'allais faire un podcast pour transmettre plutôt transmettre mon expérience, ou qu'il y ait des gens que je puisse aider aussi dans la réflexion, je pense que je ne t'aurais pas cru. Et c'est désormais chose faite. Jamais dire jamais. C'est ça. Bah écoute, à bientôt. Merci Apolline. Hop. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu en sors un peu plus inspiré et un peu plus outillé pour te lancer toi aussi dans le grand bain de l'orientation. Si ce sujet de quête de sens en fin d'études t'intéresse, je t'invite à regarder tous les liens que je t'ai mis en description de cet épisode pour que tu puisses avoir un meilleur aperçu de tous les contenus qu'on te propose avec Our Millennials Today. Et si jamais l'envie te prend toi aussi de t'installer dans notre piscine pour pouvoir parler de ton parcours ou simplement échanger autour de ces thématiques éducatives et d'orientation, n'hésite pas à nous envoyer un email, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je te dis à très bientôt, les pieds dans l'eau.